Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai le plaisir d'être dans le studio de Radio J avec Maya Termination, qui fait partie de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors ce matin, nous avons une invitée. Il s'agit de Zineb Mekouar que vous allez nous présenter. Je montre juste ces deux livres à l'antenne. Le prix des lecteurs, La poule et son cumin et Souviens-toi des abeilles, paru chez Gallimard. La parole est à vous, Maya. Oui, merci Elise. Alors de cette nouvelle émission des femmes qui osent, c'est donc l'émission de Viso à Vive, la section des femmes actives de la Viso. Dans cette émission, nous mettons à l'honneur les femmes qui créent, qui militent et qui prennent la parole dans différents domaines. Quel est leur parcours, quels sont leurs ressorts et quels enseignements tirent-elles de leurs expériences? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles nous nous penchons dans cette émission. Aujourd'hui, nous recevons donc, comme vous le disiez, Lise, Zineb Mekouar, une jeune auteure franco-marocaine. Bonjour. Voilà. Bonjour Zineb. Bonjour Zineb. Bonjour Maya, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Alors Zineb, en 2022, vous publiez votre premier roman. Il s'intitule La poule et son cumin. Il sort dans la collection Lattès. Et ce roman, il fait partie des finalistes du concours du premier roman en 2022. Il se déroule au Maroc. Vous y racontez l'histoire de Kenza et Fatiha, liés par une amitié profonde malgré leurs différences de milieu social, puisque Fatiha est la fille de l'employé de maison de la famille de Kenza. En filigrane, dans ce roman, vous explorez ainsi les inégalités sociales et les luttes intimes de ces deux femmes dans une société qui reste, on va le voir, très conventionnelle. Et vous venez de sortir votre deuxième roman il y a quelques semaines. Il s'intitule « Souviens-toi des abeilles » chez Gallimard cette fois-ci, qui est relativement différent, même s'il y a des points communs, on le verra. L'intrigue se déroule cette fois-ci dans un village de l'Atlas qui abrite le plus vieux rucher collectif du monde. Exactement. Le protagoniste, donc Anir, a 10 ans. Il s'occupe des abeilles avec son grand-père qui lui cache un lourd secret de famille. Alors, Zineb, pour commencer, comment vous êtes-vous mise à écrire ? Écoutez, depuis toute petite, moi, c'est ma grand-mère qui me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais petite. J'ai grandi à Casa et j'allais souvent la voir à Rabat. Et un jour, j'avais 8 ans, j'ai gribouillé une rédaction et elle me regarde, elle me dit « J'ai hâte de lire tes livres ». Et ça m'a marquée et à chaque fois que j'écrivais, elle me lisait. Ça m'a donné du courage. On a un peu besoin de courage dans ce milieu parce qu'il faut persévérer. On n'est pas publié tout de suite. Bien sûr. Et puis, j'ai toujours écrit. Et là, le premier roman publié, c'était La poule et son cumin. D'ailleurs, je le dédicace à ma grand-mère. Et l'un des seuls... une des vraies choses du livre, parce que c'est pas du tout ma vie, c'est le surnom que je lui donnais, Mamizou. Voilà. Ah, c'est mignon. Alors, justement, donc, ce titre, pourquoi la poule et le cumin ? La poule et son cumin, en fait, c'est une expression marocaine de l'arabe Ah marocain. oui, et son cumin, Et pardon, son cumin. c'est moi, oui. Et c'est une expression très orale, qui n'existe pas ailleurs, même dans d'autres pays où on parle arabe, et qui veut dire un peu le beurre et l'argent du beurre, la poule aux œufs d'or, mais dans les relations conjugales. On comprend mieux avec le contexte à la fin du livre. Et je voulais faire un peu un clin d'œil à l'arabe marocain, parce que justement, je parle dans ce premier roman, de la lutte des classes et aussi des langues, parce que quand on est au Maroc, en fonction même de la classe sociale, on va parler plus français, plus anglais maintenant, plus arabe, berbère dans le sud, ou hébreu, parce qu'il y a beaucoup de juifs marocains encore au Maroc. Et du coup, il y a vraiment ce rapport à la langue, et je voulais redonner ces lettres de noblesse à la langue arabe marocaine. Et donc, beaucoup de personnes qui parlent arabe marocain sourient dès qu'ils voient le titre. Ah oui.
C'est un clin d'œil, on va Un dire. clin d'œil. Exactement. Alors, pour l'autre clin d'œil, par curiosité, et comme c'est un peu la mode dans mon boulot par ailleurs, j'ai tapé le titre de votre livre sur ChatGPT, Ouais. qui a ouais. commencé à Qu'est-ce qu'il nous a dit, J'ai- ce bah, brave? je l'ai pas encore fait ça. Et ben, ChatGPT pense que votre roman Zineb parle de nourriture. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Voilà. Livre de cuisine, bah ChatGPT se trompe, mais ChatGPT n'est pas au courant de l'expression la poule et son cumin. Comment on dit en arabe la poule et son cumin? Djajab Kamounha, en arabe marocain. Parce que D'accord. c'est assez différent du classique. D'accord, très bien. Alors, dans La poule et son cumin, Kenza, l'une des deux protagonistes, est une jeune fille de la bourgeoisie marocaine et elle part faire ses études en France, comme vous. Mhm. Est-ce que c'est vous qui vous exprimez à travers ce personnage? Oui, il y a plein de gens qui me demandent. Alors, en fait, non, c'est pas du tout mon histoire, par exemple. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes filles, comme vous l'avez dit, qui sont très amies. On les suit de l'enfance à l'adolescence, puis l'âge adulte. Quand elles sont petites, elles sont très proches. C'est presque des sœurs de cœur. Et en fait, au fur et à mesure, il y a la sourde lutte des classes qui Oui, c'est arrive. ça. Et puis, Kenza va à Paris. Je me suis inspirée de ce que je connais, c'est-à-dire le lycée français au Maroc, à Casa. Je connais très bien ce milieu-là. Et je connais le milieu parisien quand on arrive, le milieu des grandes écoles en France. Et du coup, je voulais m'inspirer de ça pour montrer une sorte de parcours classique que les Marocains qui sont au lycée français au Maroc font. Mais je me suis aussi inspirée de beaucoup de ce que mes amis ont vécu. Donc, c'est vraiment un personnage qui... Sa vie serait vraisemblable, mais elle n'a pas existé. Par contre, voilà, dans le livre, parce que ça se passe entre Casa et Paris, il y a des choses que moi j'ai pu vivre ou que d'autres amis ont pu vivre, notamment à un moment, des personnes qui vont lui dire bah tiens, t'es marocaine, ah bah, j'ai un ami algérien, ou Ouais. je suis allée en Tunisie l'été dernier. Et en fait, c'est de cet ordre c'est de l'ignorance, c'est pas de la méchanceté. Et je me suis Non. rendu compte en arrivant à Paris qu'il y avait beaucoup d'ignorance de ces pays-là, de ces histoires-là, alors que quand on grandit au Maroc, on connaît très bien, surtout quand on a fait le lycée français, la culture française, etc. Donc on s'attend pas à être l'autre de quelqu'un quand on arrive à Paris. Et puis quelques années plus tard, je suis allée aux États-Unis pour faire un stage. Et quand je disais ah bah oui, je vis à Paris, il y a beaucoup d'amis américains qui me disaient ah bah c'est sympa, moi je suis allée en Italie l'été dernier. Et donc il y avait cette ignorance-là. On est toujours l'ignorant de quelqu'un ou de quelque Exactement. chose. Oui. Et alors ce livre-là, c'est vraiment ça, c'est montrer de manière intime ce que c'est que d'être cette jeunesse qui vient de deux pays, de deux cultures, entre le Maroc et la France. Et bien sûr, ce qui est beau, c'est que c'est universel. Donc moi, j'ai eu pas mal de retours de lecture de personnes qui n'avaient rien à voir avec le Maroc, qui me disaient, bah tiens, je me suis reconnue, le rapport à la grand-mère, le rapport à la double culture et au fait d'être parfois mal compris et de devoir se justifier ou pas finalement. Mais c'est comment on grandit, et là, en l'occurrence, comment on grandit en tant que femme avec ça. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt au Maroc, en France, les deux, vous partagez? Moi, je vis à Paris Oui. et je vais souvent au Maroc. J'ai encore ma famille là-bas et des liens très forts. Et j'aime beaucoup l'Italie aussi, donc j'y vais de temps en temps, mais je suis basée à Paris. D'accord. Alors c'est intéressant ce que vous racontez, ça me fait penser à une anecdote dont on avait discuté, Zineb. C'est moi, ma grand-mère, comme beaucoup de juifs de Tunisie, est venue faire ses études en France après la guerre. Elle est arrivée toute seule à Paris faire ses études de pharmacie. Et au début de l'année, lorsque une jeune fille de sa classe se rend compte qu'elle vient de Tunisie, elle lui dit « Eh bien, est-ce que vous connaissez les Martins d'Alger ?» C'est Et ça m'a fait beaucoup rigoler. Et je pense que, par contre, ce qui est étonnant, c'est quand même plus étonnant que ça se passe comme ça encore maintenant. Bon, dans les années 50, je veux bien, mais enfin bref. Je pense que c'est de toute époque. Hein. Moi, j'ai eu des trucs du genre, tu parles bien français. Enfin voilà, c'est des... Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas méchant, mais à un moment dans le livre, il y a des lettres à la grand-mère, donc Kenza qui parle à sa grand-mère, qui lui donne son ressenti sur la France et qui lui dit mais parfois la France manque de voyage, par la route ou par les mots. Et je trouve ça assez vrai parce que et la littérature permet ça. Alors voyager permet de voir qu'en fait on est tous pareils, on a tous les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes émotions.
Et la littérature permet de se mettre à la place de l'autre. Et donc, quelqu'un où on aurait peut-être des idées reçues sur telle ou telle personne, tel ou tel pays, telle ou telle époque, la littérature permet de se mettre à la place de cette personne et de se rendre compte qu'en fait, on vit tous les mêmes choses. Donc, c'est pour Bien ça que sûr. je voulais en faire un roman. Dernière question sur Kenza. Alors, déjà, vous vous défendez d'avoir basé Kenza sur votre vie. C'est une mais, inspiration. C'est assez amusant parce que dans certaines interviews que vous avez faites, les présentateurs, enfin les personnes qui vous interrogent passent leur temps à vous appeler Kenza. Oui, parce qu'en fait, c'est un prénom très, très commun, surtout dans ma génération. Il y a beaucoup de Kenza. Ça donc, pourrait devenir un nom de plume? non, Non, moi, vous gardez votre je nom. garde mon Et prénom. vous ouais. avez raison. Et, D'autant que c'est ma grand-mère qui l'a choisi, mon prénom. Ah oui. Mon autre grand-mère. ça Elle dit. a su que... Enfin, la Non, grand-mère, Elle a pas. elle a pas j'espère su que qu'elle vous écriviez. pas que j'ai été publiée. Ouais. Non, J'espère c'est qu'elle ça. le lit de là où elle est. Et en fait, vous, comment vous, quand vous êtes arrivé en France, vous l'avez vécu cette double culture? Parce que il me semble que quand on en a discuté, vous disiez que finalement vous étiez associé à un stéréotype maghrébin de Oui. France qui vous ressemblait pas en fait. Oui, exactement. Enfin, moi, je ne m'attendais pas en arrivant à Paris de vivre une sorte d'être l'autre de quelqu'un. Et effectivement, il y a des clichés qu'on peut avoir sur les Maghrébins, la femme maghrébine, voilà, et qui sont assez faux en fait, parce que ça veut rien dire la femme. Déjà, la femme, quand on Oui. est féministe, déjà on se dit, il n'y a pas un concept de la Bien femme. sûr. On est toutes des femmes. D'ailleurs, à un moment dans le livre, on le dit, avec nos histoires, nos déconstructions, nos reconstructions, etc. Et c'est en ça que le roman, c'est, je trouve, un lieu neutre où on ne juge pas. On ne dit pas à l'autre, t'es comme ça ou t'es comme ça, mais juste on montre des réalités. Et effectivement, c'est parce que aussi je suis arrivée à Paris et j'ai vécu cette ignorance-là que je me suis dit ce serait bien d'y répondre, mais de manière intelligente. En tout cas, j'ai essayé, et via la fiction. Pour mieux faire comprendre. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup d'éléments. Moi, j'adore quand je vais dans un pays essayer de lire un livre du pays, un roman, parce que je trouve qu'on comprend beaucoup mieux la société en lisant ces romans. Qu'est-ce que vous avez lu pour la France? La France, justement, je connaissais. Vous Donc, connaissiez, mais mais bon, quels j'ai sont, lu quels mes sont préférés. vos auteurs mes auteurs préférés français? Mes auteurs préférés, moi j'adore Marguerite Duras, notamment. Il y a La douleur qui est magnifique, mais il y a Écrire. Celui que je préfère, c'est Moderato Cantabile. Camus, avec La pensée de midi, qui lui est propre, et son livre Noces. Après, toute la littérature française est merveilleuse, mais je pourrais passer des heures. Je ne sais pas si vous avez le temps à parler de Pas ça. trop, mais voilà. Mais vous Ça pour reviendrez. une prochaine. Exactement. Prochaine interview. émission, voilà. Alors, au travers de vos deux romans, vous évoquez les défis de la condition féminine au Maroc. Dans La poule et son cumin, vous allez même jusqu'à évoquer l'avortement qui est interdit au Maroc. Et est-ce que Pour le moment. Pour le moment, oui. Est-ce que c'est important pour vous de faire toucher du doigt à vos lecteurs les inégalités, en tous les cas certaines inégalités qui pèsent sur les femmes marocaines? Oui, les femmes et en fait toutes les injustices, parce qu'il y a toujours le thème de l'enfance. Dans le premier roman, c'est les inégalités, notamment par rapport aux femmes, et toujours l'enfance avec les inégalités sociales dans une même ville ou en milieu urbain. Dans le deuxième roman, avec Souviens-toi des abeilles, je parle des inégalités entre la campagne et la ville, avec le personnage d'Anir, qui est un petit garçon de 10 ans. Et il y a quand même toujours le rôle de la mère, l'image de la femme, avec, pour le coup, dans le deuxième roman, on a la maman d'Anir. Il se passe quelque chose au tout début du livre, et on ne sait pas quoi, un drame, qui fait qu'elle rentre dans un mutisme. Et Anir cherche à sauver sa mère pendant tout le livre. Et en fait, la mère d'Anir est une étrangère, parce qu'elle vient pas du village, elle vient du village d'à côté. Donc, elle n'a jamais été acceptée par les villageois. Et elle symbolise aussi cette femme libre qui, quelque part, ne veut pas aller vers cette tradition-là, ce cadre des villageois, et donc ils ne l'acceptent pas. Et il y a toujours, dans mes livres, alors j'espère le faire de manière assez agréable pour que le lecteur et la lectrice lisent tout du long sans se dire « Ah bah tiens, oui, c'est une thèse ». C'est pas du tout une thèse, c'est des romans.
On est complètement, j'espère, dans l'intrigue, mais il y a toujours cette idée de parler de thèmes engagés, de thèmes sur les inégalités sociales, parce que ce soit au Maroc ou en France d'ailleurs, on a beaucoup de choses à dire sur la société. Il y a des choses qui vont pas et des choses qui vont mieux. Et pour moi, la littérature, c'est un peu ça. Voilà, je m'inscris dans cette tradition-là de littérature engagée. Magnifique. Et comment vous est venue l'idée d'écrire ce deuxième roman qui est quand même plus, en tout cas à première vue, assez différent du premier, assez différent de votre vie? Oui, très différent. Pour le coup, ça n'a rien à voir. Je connaissais pas du tout le sud du Maroc, ce petit village, l'apiculture non plus. J'adore le miel comme beaucoup de gens, mais j'y connaissais pas grand-chose. Et en fait, j'ai voulu écrire sur l'amour maternel et l'impuissance à sauver la mère, parce que je pense qu'à un moment ou un autre dans notre vie, on peut avoir cette envie de sauver nos parents. Et peut-être qu'on devient adulte le jour où on se rend compte qu'on peut pas sauver nos parents. Tout à fait. Et j'avais envie d'écrire là-dessus. Et en cherchant un peu par hasard, j'ai découvert ce lieu qui est un lieu réel qui va, j'espère, bientôt être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'appelle le rucher d'Inzerkih, qui est le plus ancien rucher collectif du monde. C'est assez impressionnant si vous allez voir les images sur Internet. J'y suis allée et j'ai trouvé ce lieu fascinant parce qu'il y avait des couleurs merveilleuses, il y a une grandeur, une majesté, il y avait une beauté. Et donc, j'ai commencé un peu à parler aux villageois. J'ai demandé des études à l'université d'Agadir autour de ce lieu. Et en fait, il y a une relation très belle avec la nature. Il y a des légendes, il y a un arbre sacré, il y a une transmission avec les grands-parents, les parents et les enfants. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ne veulent pas quitter cet endroit, mais elles sont obligées parce qu'il n'y a plus d'eau. Et comme il n'y a plus d'eau, elles ne peuvent plus vendre leur miel, les légumes, etc. Et donc, ils doivent partir. Il y a une sorte d'immigration forcée vers la ville. Et j'ai trouvé ça assez beau et en même temps un peu crépusculaire, assez triste. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être assez beau pour un roman. Et si le roman peut aider à aider cette communauté, c'est encore mieux. C'est encore mieux, bien sûr. Alors, dernière question, Zineb, c'est plus sur nos préoccupations autour des droits des femmes. Quel regard portez-vous sur l'État et surtout sur les transformations des droits des femmes au Maroc, notamment le projet de réforme du Code de la famille au Maroc? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est en cours. Normalement, ça va être bientôt dévoilé au public quelles sont ces réformes. Moi, je suis très optimiste pour le Maroc parce que depuis quelques années, il y a un vrai virage social, de vent de liberté. D'ailleurs, l'accueil que les Marocains ont fait du roman, qui parfois est assez dur, notamment avec une écriture assez crue sur certaines choses, parce qu'il y a une vraie violence par rapport au corps des femmes au Maroc. Pour certaines, notamment quand elles ont besoin d'aller se faire avorter. Et donc, le roman est très dur et l'accueil a été extrêmement positif. Beaucoup de gens m'ont dit, que ce soit des hommes ou des femmes, merci de dire les choses, voilà. Donc, il y a une vraie volonté de la part de la population, je pense, à changer les choses et une vraie volonté aujourd'hui aussi des dirigeants. Donc, moi, je suis très, très optimiste. Après, j'espère que légalement, on va vraiment aussi changer les choses. Ça prend plus de temps, peut-être, mais j'attends de voir ce que va donner la réforme. Eh bien, vous viendrez nous en parler quand ça arrivera. Hein. C'est important. Alors, avant de se quitter, un petit mot pour la Viso. Oui, je voulais rappeler aux auditeurs que la Viso, à l'appel de la Viso et du CRIF, nous nous réunissons tous les vendredis à 12h15 pour sensibiliser au retour des otages. Et le rassemblement aura de nouveaux lieux au Trocadéro, donc sur l'esplanade du Trocadéro, à 12h15 ce vendredi et les vendredis suivants. Voilà, au même endroit qu'avant. Tout à fait, sur l'esplanade les des JO droits de l'homme. étant terminés. Voilà. Merci beaucoup pour tout cela. Merci Maya Termination. Merci Zineb Mekouar. Je remontre vos 2 livres. Donc, La poule et son cumin et Souviens-toi. On le voit mal, voilà. Et souviens-toi des abeilles, des livres à dévorer, si j'ose dire, à s'offrir. Merci d'avoir été avec nous quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.